Le but de la réunion, c'est pouvoir faire un tour de AWS. Donc, on a en face de nous l'expert, le DevOps. Tu es Ops ou tu es DevOps? Parce que souvent Comment? les gens confondent DevOps et Ops. DevOps, c'est comme ça. Et Ops seulement. Parce que dans DevOps, il y a le Ops et puis il y a le côté opérationnel. Et les gens, ils disent DevOps, mais il n'a jamais rien dev, mais il est DevOps. Je trouve ça. Ouais, c'est vrai. Non, je suis DevOps en fait. Ok. Vu que je suis beaucoup plus du côté automation. Hmm. Donc, si tu dois développer, tu dois écrire le script d'automatisation, il faut que tu développes, c'est du code. Hein. Et DevOps, tu il développes fait dans quel langage déjà? comment? Tu développes dans quel langage déjà? On fait ça en bash, Oh, parfois Python, hein, ok. parfois. Ok. Bon, ceux qui font du On bash, a ce ne un sont pas petit des bash, développeurs. Ouais, ça, faut oublier ça. c'est quoi? Bash, sinon, bash. Un peu de Python, juste un peu. Oui, mais ceux qui font du bash, c'est pas des développeurs. Ouais, mais qu'est-ce que ça reste du code, hein. Ouais, mais c'est du code écrit par Dès que les. c'est un langage, c'est du code. C'est du code écrit par les sysadmins. Ça n'a rien à voir avec le développement. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est la partie, non, c'est notre partie dev. Mais Ouais, bon, il y a la partie dev qu'on fait de Yak. ouais, ouais, ouais. Infrastructure as code. Ok. Infrastructure as code, on fait avec, il y a CloudFormation Ouais. de AWS. Mhm. Il y a aussi Terraform. Ok. Ouais, ouais, Donc ouais. Terraform, ouais, j'ai entendu là c'est indiscutable. ça. Ok, ok, ok. Là, ça reste indiscutable. Bah, Ok. en fait, Si tu peux juste te présenter comme le, ça, ça va rester dans les annales. bah, moi je suis Alexandre Goma. Je suis DevOps depuis, on va dire, une année et demie. Ouais. Mais on va dire qu'on est un peu dans le monde autour de l'IT. Ça va bientôt faire 6 ans pour le milieu professionnel. Non, bientôt 8 ans même. Ouais, 8 ans. Ouais, bientôt 8 ans déjà. Hmm. Donc aujourd'hui, en fait, c'est l'aspect DevOps qu'on va. On va se baser en fait autour de la technologie de AWS. Hmm. Donc comment AWS permet de faire certaines choses. Parce qu'hier, on a développé sur un projet Hmm. logiciel. Donc on voulait voir comment, quelques exemples de comment ça se fait sur AWS. Ok, cool. Et comment tu occupes tes journées? Tu as la maison? Tu travailles toujours en cinglé chez toi? En tout cas, généralement, je suis en 5. Sinon, quand il y a la réunion, je mets la chemise et la veste. Ok. Et puis, généralement, je travaille depuis la maison. Ouais. Euh, donc, je suis relax, quoi. Je suis encore au boulot. Ok, Mais cool. bon, c'est plutôt relax. C'est plutôt relax. Quoi. Hmm. Le day-to-day, ce sont les déploiements Hmm. qu'on a en entreprise. Donc, ce sont les déploiements, les CI/CD qu'on met en place, Hmm. on surveille les logs, les remontées de logs, le monitoring en gros. Ok, c'est intéressant. Ok, mais je propose qu'on fasse le tour de table, comme ça on va donner la parole aux autres aussi. Et, Ouais, bien sûr. qui voudrait bien prendre la parole donc. Mais, bon, attends, moi je me suis présenté. Toi, tu peux prendre la main. Ok. Bon, je voulais faire le dernier, donc du coup, mais bon, c'est pas grave. Donc moi je suis le presse Kikunga. Bon, je sais même plus comment me définir tellement. Je fais presque tout. Mais bon. Ma qualification actuelle, c'est que je suis CTO de Koema. Koema, c'est donc une entreprise qui a développé une solution e-commerce qui permet aux Congolais de vendre et d'acheter des trucs en ligne. Et hormis ça, j'ai d'autres occupations. J'occupe des fonctions de gestionnaire de données et de... comment on traduit ça en français? Officier technique? Technical officer. Bon, ok, technical officer, on va dire, dans un organisme international. Responsable technique. Ouais, bon. Donc je vais taire le nom pour des raisons d'éthique. Et donc, ma journée typique, c'est écrire du code, écrire du code, beaucoup de code,
extraire les données et les mettre dans des outils de visualisation de données afin de faciliter le travail des décideurs, afin de leur montrer en fait là où on va, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Parce que sans les données, bah, on navigue un peu à vue. Donc du coup, c'est un sacré boulot. Et à côté de ça, je fais toutes les fonctions administratives du, du, du département technique. Donc du coup, faire des choix techniques euh, qui contribuent à économiser les coûts, faire des choix en tenant compte du futur. Et puis c'est vraiment un travail administratif. Hein, c'est pas tellement technique, mais c'est administratif carrément. Donc c'est plus ça le travail du CTO. Et puis je suis passionné de l'informatique, comme a dit Alex. Ça fait peut-être 8 ans qu'on est là, qu'on travaille. Donc du coup, on essaie d'explorer des choses, des choses de par-ci par-là. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais trouvé intéressant qu'on profite de l'occasion pour voir un peu dans le cas concret comment est-ce qu'on déploie l'application, comment on a codé, on a fini, et puis comment on le déploie avec le célèbre AWS. Ok, donc voici un peu pour ce que je suis. Je vous accorde que c'est pas très clair, mais moi-même je sais pas, c'est tellement, je fais tellement de choses que quand on me demande, j'ai du mal à répondre à la question. Ok. Et donc, c'est qui le prochain? Il y a Lynn et Chris. Ok. Donc on attend que vous vous exprimiez. Ouais. Salut, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, je suis Géré Moudoma. Oh. Je suis linguiste pour AWS. Il y a mon coach, on va dire. Ah ça. C'est un peu ça. Ok, cool, cool. Et le métier d'administration réseau, ça, pour toi, ça consiste en quoi? Non, le poste ne t'entend pas, tu es en mute. Ok, désolé. Donc, je disais en fait, ton métier d'administrateur réseau, comment tu travailles dessus dans ton quotidien? Comment ça se passe? Tu peux nous expliquer un peu? Que tu utilises, c'est Voilà. quand on est admin, c'est qu'est-ce qu'on fait. Ouais. La fois, je suis là en train d'installer des serveurs Linux, serveur Linux, serveur RD, user, serveur Windows, des compagnies comme Omarco, voilà un peu. Ok, donc tu passes tes journées à installer des systèmes, ça c'est un job d'enfer ça. Ok, bon, merci, merci. Et Lynn? Lynn, tu es avec nous ou bien? Peut-être que tu peux désactiver le micro. Enfin, activer le micro pour t'entendre. Oui, oui, j'avais demandé à Lynn s'il voudrait bien se présenter. Oui, c'est justement à Lynn que je parle. Exact, oui. Peut-être qu'elle parle avec, ou bien il ou elle parle avec, je sais pas, c'est une fille ou un garçon. Non, c'est un garçon. D'accord. Peut-être qu'il parle avec le micro fermé. On m'entend? Ouais, Oui. on t'entend. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Lynn. Je suis un jeune étudiant ici à la troisième ville à l'UAD. Un peu. J'apprends la programmation. Je suis un jeune développeur web et j'essaie de développer des applications avec Flutter et du jeu pièces qui sont très importantes pour tout ce que je fais. Donc, celui qui fait tout mon mentor dans la programmation. Ok. D'accord. Tu essaies de développer les applications ou tu développes? Parce qu'essayer de développer, c'est... J'ai du mal. Je dis, tu essaies de développer les applications ou tu les développes? Ouais.
Bon, j'ai développé, mais après, il doit souvent une correction, c'est pas parfait. Ok. Parce que je sais Non, pas mais comment on non, essaie de développer les personne n'est applications. parfait. Personne n'est parfait. Ok, cool, cool. Ok, bon, mais merci les gars. Donc on va donner la parole à l'expert. J'avais préparé mon compte pour AWS si c'est nécessaire. Je sais pas si tu Tu as vas. préparé ton compte AWS? Ouais, bon, je sais pas si tu vas. Comment on va procéder? À toi de me dire. Ouais, mais tu crées un utilisateur. Ok. Après, tu me donnes des accès. Ok. Tu m'envoies des accès même sur WhatsApp. Après, je vais me connecter. Ok, donc je vais partager mon écran comme ça, je fais ça en même temps. D'accord. Ok. Je partage quoi? Tout l'écran. Ok, dites-moi quand vous avez mon écran. Ça vient, ça vient. C'est bon. Ça vient, ça vient. C'est bon. Ok. Donc là, je suis sur la console. Vous pouvez Les gars, si arrêter vous vos pouvez micros. muter les micros comme ça. Ok. Donc là, je suis sur la console. Comment on fait pour ajouter une personne? Comment je fais pour t'ajouter? Ouais, donc pour ajouter une personne, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accéder au service IAM. Il faut écrire dans la barre de recherche en haut, là, Ok, ok. IAM. AIM, Non, non, IA, je pense. IA. Bon, je sais. Il a deviné. Bon, j'espère qu'il est assez intelligent. C'est comme ça, je pense. Ouais, c'est comme ça. Mais tout à l'heure, c'était apparu, là. Ok, Ça tourne encore. je sais pas. Celui-là. Hmm, Ouais, ok. le premier service. Hmm. Ok. Donc, c'est le service IAM qui s'occupe des utilisateurs, des groupes, des permissions, de tout ce que tu veux, là. Mhm. Donc, on va aller dans l'utilisateur. Groupe d'utilisateurs ou utilisateur? Utilisateur. Ok. Donc créer un utilisateur, c'est ça? Voilà. Le nom d'utilisateur. On va mettre Alex. Ouais. Fournir aux utilisateurs l'accès console. Oui. Ok. Hmm, ouais, de sorte que spécifier un utilisateur dans l'Identity Center, c'est ça? Ouais. Puis suivant. Next. Cette action donne accès à la console. Oui, oui, oui. C'est bon. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Spécifier un utilisateur dans IAM Center. Oui. Non, tu n'as pas besoin de ça. Ok, donc je ferme en fait. Oui. Oui, mais du coup, il me ramène ici. Mais tu n'avais pas cliqué sur suivant. Oui, c'est ce suivant que j'ai cliqué. Oh. Il dit cette Tu peux action. leur annuler. Ok. Annuler. Annule, oui. Des coches en haut là. Fournir aux accès. Ah, Ok. vas-y, à suivant. Ok. Voilà. Ok. Et donc là, je fais quoi maintenant? Bon, je pense qu'on va commencer. Ce qu'il faut faire en fait à ce niveau-là, ce sont les autorisations. Mhm. Donc, si on avait créé un groupe au préalable, Oui. on aurait attaché l'utilisateur à un groupe. Mhm. Mais là, on va juste attacher des polices Mhm. à l'utilisateur. Donc, tu vas sélectionner d'abord la première option ici, attacher les autorisations, attacher directement les polices. Ok. Voilà. Bon. Donc là, vu ce qu'on va faire, on a besoin de. On va utiliser le service VPC. Donc on a besoin de VPC Full Access. VPC. Ouais. Il y a beaucoup de VPC là. Oui, il y a VPC Full Access. Tu peux écrire. Hein, Ok, oui. VPC Full Access. Ok. Donc je ouais, coche. donc tu donnes cette autorisation là. Mhm. Tu donnes aussi EC2 Full Access.
Full access. Ok. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a autre chose qu'on va voir? Bon, bon, après, je pense que pour la suite, on peut ajouter les autorisations au besoin. Ok. Voilà. Ok, donc je fais Et suivant. d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Ouais, c'est au besoin en fait. Oui, oui, c'est ça. Ok. Donc je fais suivant du coup. On fait au moindre privilège. Ok. Du coup, je fais suivant. Oui, oui. Ok. Voilà. Suivant, créer utilisateur. Mais comment il fait pour avoir ton email ou ton compte? Ouah. Comment il fait pour avoir ton email? Comment toi tu vas te connecter? C'est la suite? C'est En fait, je demande comment il va faire pour avoir ton email pour que tu puisses accéder. C'est à la suite ou bien quoi? dans le formulaire. Presque. Oui, mais on m'a juste demandé le nom du utilisateur. Type de mot de passe sur la console, non. Ok. Oh, C'est pas bon. On a développé quelque chose. ouais, on revient un peu. Spécifier les détails de l'utilisateur. Ok. Le nom d'utilisateur peut compter. Gna, 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 ok. C'est tout. Un instant. Chez moi, j'ai configuré la double authentification. Hmm. Est-ce qu'ici je dois mettre le nom d'utilisateur que tu as déjà ou bien un nouveau nom d'utilisateur? Non, non, non. En fait, il ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne avec les utilisateurs individuels. Donc, par contre, Ok. ouais. Et donc, du coup, ici, on fait quoi? Suivant ou... D'accord. Donc, tu coches sur le truc qui est en bas, on doit avoir accès à la console. Oui, oui. Et tu coches en bas, je souhaite créer un utilisateur IAM. Ok. Et il y a le formulaire qui continue en bas. Oui, oui. Mot de passe généré automatique. Vous pouvez afficher Ouais. le mot de passe après avoir créé le compte. Ok, c'est bon. Les utilisateurs doivent créer un nouveau mot de passe lors de la prochaine connexion. D'accord? Ouais, c'est ça. Suivant. Et là, tu peux faire déjà ce qu'on avait fait là. Je pense Ouais. qu'il a déjà sélectionné les deux trucs. Là. Comment je sais? Ouais, mais c'est écrit là. Oui, Deux deux sur sur ligne. quelque chose, ok. Ok, suivant. Ok, change password, c'est bon. Ouais. Après, il demande aucune identification associée à la ressource. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50. Non, non, on n'a pas besoin de mettre de balises. Ok. C'est pas obligatoire en fait. Créer un utilisateur. Les balises, en fait, c'est un peu la marque AWS. Ok. Maintenant, tu peux faire envoyer par mail les instructions de connexion. Hmm. Comme ça, tu me fais juste un mail. Oh là, pourquoi ça ouvre pas Gmail? C'est quoi ça? Je sais pas s'il y a une personne dans le monde qui utilise cette application. Bon, ok, je Ouais, t'envoie tu ça. peux cliquer juste sur le truc à côté là. Les Lequel? deux carrés là. Les deux carrés à chaque ligne, là, c'est pour côté. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je vais faire en fait. Ok, donc je te les envoie par ton WhatsApp. Je vais Ouais, d'abord c'est bien. arrêter de partager mon écran. C'est bon, je t'ai envoyé les accès par ton WhatsApp. Là, Tu les as reçus? oui, je les ai. Prise, tu peux muter ton micro, s'il te plaît? Ouais, ok. Le micro. Ouais. Ok, là j'ai accès. Cool, cool, cool. Donc je vais. Donc tu vas nous montrer la suite, c'est ça? Ouais, je vais partager cet écran-là. Ok.
Vous voyez mon écran? Oui, oui, on arrive à voir. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, tu peux procéder. D'accord. Donc, je vais d'abord laisser à le presse le temps de planter le décor, sinon on remet un peu dans le contexte. Hmm. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'on va présenter. Ok, ok, ok. Donc, de façon concrète, en fait, il s'agit d'un projet. Donc, c'est une application un peu fictive. Ok. Donc, l'application, ça va permettre de faire les transferts de fonds. Donc, en termes d'architecture, on a notre back-end. Ok, attendez, je vais retrouver. Ok. Donc, je vais partager l'architecture, comme ça, je vais le commenter. Fenêtre. Ok, dites-moi si vous l'avez. Ouais, on peut voir. Ok, donc ça c'est l'architecture. Donc ici on a notre front-end en fait qui est une application mobile, Flutter. Après ici on a l'infrastructure côté serveur. Et puis là on a les composés externes. Donc ça c'est généralement les applications, ils sont faits comme ça. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que on est ici sur la partie AWS. Donc là, on va utiliser Nginx comme serveur web. Après notre backend, ça va être fait en Laravel. Et donc, du coup, en termes de base de données, on va utiliser PostgreSQL et on aura besoin de Redis pour pouvoir gérer le cache. Donc, ici, comme on peut voir ici, entre l'application mobile et notre backend, il y a deux composantes. Donc, qui est le serveur Nginx qui va répondre aux requêtes HTTP. Et puis, via le reste, en fait, l'application va pouvoir communiquer avec tout le monde qui est là dans le backend. Après, en termes de composants externes, on aura les payment providers, donc les fournisseurs de paiement. Ça peut être Mobile Money, ça peut être Stripe, PayPal ou autre. Et on a un autre composant ici qui est essentiel, c'est le système de push qui va permettre en fait de pouvoir pousser les notifications à l'utilisateur quand il fait un dépôt, quand il fait une opération et ainsi de suite. Donc ça c'est en termes d'architecture. Je ne sais pas si c'est suffisant ou je dois en dire plus. Bon, pour moi, ça suffit. Ok, donc je crois que c'est bon. Mais sinon, j'ai la base de données aussi que j'ai déjà fait. Mais bon, je crois que c'est suffisant en termes d'architecture ici. Donc le but, si je dois résumer, c'est pouvoir faire une application qui permet de faire les transferts des fonds utilisateurs. Et l'architecture, c'est celle-ci. On a notre back-end ici, on va dire. Et on a notre front-end. Les deux communiquent à travers le protocole REST API. Et puis on a des composants externes ici qui fournissent des services externes à notre application, tels que les systèmes de paiement et l'envoi des notifications. Bon, il y a aussi le système d'envoi d'email ici que j'ai pas mis, mais bon, que j'avais omis, mais qui est là aussi. Ok, donc voici concrètement comment est-ce qu'on design les applications et tout. Donc nous, notre focus va être sur cette partie-là, comment pouvoir mettre en face l'infrastructure au côté ça. Ok. D'accord. Déjà, euh, comme je t'ai dit hier, Mhm. il y a plusieurs façons de déployer des applications avec AWS, Ok. notamment les applications serverless. Oh. Il y a une façon de déployer une application en utilisant l'artefact. Donc, on prend l'artefact de l'application, on l'enregistre dans un service qu'on appelle Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk a juste besoin d'un fichier zip que tu vas récupérer. Tu déclares la technologie dans l'application. Tu déclares où se trouve la base de données s'il y en a une. Et puis, lui, il se charge en fait de faire le déploiement. Mm. Et il te donne un lien pour ton application. Maintenant, si ton application a un nom de domaine, tu fais une redirection, un CNE, tu vas créer un enregistrement CNE Oui. vers ce lien-là. Mhm. Ton application est disponible. Ok, ok. Voilà. Et puis, il y a une autre façon de déployer, c'est de créer des serveurs toi-même. Ouais. C'est-à-dire que tu déclares des EC2. Et les EC2 ici, c'est juste des machines virtuelles que tu as au niveau
WordPress. Donc, tu prends des machines virtuelles que tu vas configurer toi-même comme tu sais le faire. Ouais. Ensuite, ensuite tu as droit à des adresses publiques et donc tu peux faire des configurations, la base de données, tout ce que tu veux. Ok. Après, avec EC2, il y a la possibilité d'avoir des services auto. Je peux partager mon écran? Oui, Ça, je oui. parle. Ok, avant que tu ailles plus loin, j'avais quelques questions. Bon, le choix entre les deux, je crois que tu as expliqué, c'est ce que tu veux. Est-ce que tu veux du serverless ou tu vas avoir un full control? Et de ce que j'ai compris, Ouais. c'est qu'avec EC2, on a un contrôle total. Ok, maintenant, est-ce que quand j'ai une machine virtuelle EC2, est-ce que je peux installer Docker, par exemple, pour Bien pouvoir sûr, mettre plusieurs bien sûr. environnements et tout ça? Ok. En fait, nous-mêmes, c'est ce qu'on utilise. Hein. C'est-à-dire qu'on prend une machine qui est plutôt robuste Oui, et puis on déploie du Docker à l'intérieur. On a une flotte de conteneurs oui. qui a le back-end, le machin et tout ce que tu veux. Tout est là en fait au même endroit. Ok. On a une API et puis on a un proxy Ouais. qui s'occupe des redirections et puis c'est tout. Comme ça, on n'a pas à déclarer plusieurs Plusieurs EC2. instances. Voilà. Ok. Ça réduit la facture. Ok, ça c'était. Et ok, donc si on a Docker, je crois qu'on a tout. Et comment Ouais. se fait l'interfaçage depuis l'extérieur? Si j'ai un nom de domaine, avec mon Docker, comment je vais configurer tout ça? Si, Avec mes conteneurs Docker que j'ai, comment est-ce que je fais l'interfaçage avec mes noms de domaine que j'ai de l'extérieur? Est-ce que c'est oui, tu vas faire. un nom de Oui, domaine par c'est. instance ou bien je peux avoir dans le même instance plusieurs noms de domaine? Non, c'est-à-dire que si tu as un proxy, c'est le proxy qui s'occupe de faire la redirection vers les conteneurs. Ok. D'accord? Ok. Et tu peux avoir un conteneur, un Docker proxy. Ouais, ouais. Donc, tu as une image d'un serveur proxy dans ta liste de Docker. Et lorsque tu crées en fait ton conteneur d'application ou bien ton backend de ce que tu veux, tu attaches un autre virtuel. Ouais. Et du coup, c'est le proxy qui va faire du coup le lien dès qu'on le communique, on essaie de communiquer avec un autre que lui il connaît. Donc il fait la redirection vers ce conteneur-là. Ok. Donc ça me mène à poser une autre question, c'est que Ouais. pourquoi on fait tout ça en fait? Parce que on peut bien acheter notre propre hébergement, qu'on crée notre application, on le zip et puis on le balance comme on faisait avec FileZilla ou autre. Pourquoi on a besoin de se prendre la tête à faire tout ça en fait? Quel est le bénéfice? Oui, mais quand tu zippes ton application, tu l'envoies où? Oui, mais imaginons que je sais pas moi, à payer mon Ton hébergement VPN. chez... Non, même pas mon VPS, je paye mon hébergement à 5 euros quelque part. Et puis je fais mes trucs, je zip et je balance vers FileZilla ou quoi que ce soit. Mais bon. C'est quoi Ouais, l'avantage de pouvoir passer ça par les va services? fonctionner. Ça va fonctionner, ça c'est sûr. Parce que ça fonctionnait déjà hier. Hein. Exact. Maintenant, la différence en fait, l'utilisation de l'AWS, premièrement, c'est la disponibilité. Ok. D'accord? La disponibilité de AWS, c'est 99,99 Ok. par an. Mm. Les serveurs sont toujours disponibles. Contrairement, par exemple, si tu prends OVH, d'accord, ils vont te faire un mail pour te dire que tel jour, Il y aura ils vont faire une maintenance. maintenance, ok, et ton site ne sera pas disponible pendant ce temps-là. Ouais, Mais oui. si, comme tu as dit tout à l'heure, vous avez une entreprise qui s'appelle Coema, vous avez un e-commerce, donc vous avez hébergé votre site dans un endroit où on va faire une maintenance, ben, le site ne sera pas disponible. Exact. Ouais. Voilà. Alors, eux, ils ont une flotte de data centers. Et non pas que une flotte de machines, ils ont une flotte de data centers. Exact. Du coup, les applications sont toujours disponibles. Ça, c'est le premier point. Ok. Il y a un autre avantage, c'est la scalability, la montée en charge. Donc, nos applications pourront désormais monter en charge, on pourra configurer les montées en charge. Ok. C'est un paramètre, on le crée. Nous, on a un e-commerce, on sait qu'en fin d'année, notre e-commerce, la demande est très, très importante. On peut configurer donc un auto-scaling pour dire que bon, lorsque la charge sur le serveur
Et sur le CPU, par exemple, si on fait CPU Utilization, on dit que bon, on crée une règle comme quoi, si le CPU a une utilisation de 80% pendant 2 heures, tu crées un deuxième serveur. Et lui, il va s'occuper de faire ça. Automatiquement. On peut le dire, tu peux monter jusqu'à 50 serveurs. En tout cas, si la charge augmente, tu continues à augmenter. Ok. Et si la charge diminue, il va effacer les machines, il va revenir à l'instance selon la demande actuelle. Et ça fait qu'on utilise sur AWS, on paye pour ce qu'on consomme. On n'aura pas ces instances-là pour toujours. Parce que si on a un serveur classique et qu'on doit faire, on doit configurer par exemple un load balancing nous-mêmes, ok, on va devoir acheter un nouveau serveur pendant la période chaude. Mais cependant, on l'a déjà acheté. Et quand la période est passée, il reste avec nous. Le serveur regarde, mais tu m'as déjà dit, je suis à toi. Voilà. Alors que eux, ils te donnent la possibilité de libérer la charge. Comme ça, tu restes à payer que ce dont tu as besoin. Exact. Voilà. Ok. Donc c'est bon. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé de Docker et toutes ces histoires-là qui sont un peu des noms un peu barbares. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette histoire de Docker et tout ça? Alors, Docker, ouais, non, barbare. En fait, comme avant, on utilisait la virtualisation plutôt classique. Donc, on avait notre VMware, on avait notre VirtualBox. Et lorsqu'on a besoin de rapidement faire un test, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on était à l'école. Alors, Docker, en fait, Kali Linux, quand je dis Kali Linux, je dis VMware et VirtualBox. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font une copie de l'autre. D'accord? Donc, ils vont faire exactement une copie de tout ce qu'il y a sur ta machine pour créer un ordinateur virtuel pour que tu puisses déployer au-dessus de cet ordinateur virtuel un système d'exploitation. Mais ça consomme beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'il y a même des ordinateurs qui te disent déjà dans le BIOS qu'en tout cas, moi, je ne fais pas de virtualisation. Mais la différence avec la technologie de containerisation, c'est que le conteneur n'a pas besoin de copier tout dans un ordinateur. Le conteneur embarque avec lui tout ce dont tu as besoin pour lancer une application. Par exemple, si j'ai besoin de démarrer, donc comme tu as monté dans l'architecture ici, un serveur web, un Nginx, il va juste prendre ce dont Nginx a besoin. Il ne va pas avoir toutes les autres informations d'un système d'exploitation. Il a juste besoin de tout ce que tu as besoin pour lancer un Nginx. Et ça fait qu'il y a des conteneurs. Tu as un conteneur qui pèse des kilo-octets, tu as des conteneurs qui pèsent quelques mégas. Ça fait que bon, on peut lancer plusieurs conteneurs et les utiliser avec les applications qui sont à l'intérieur, sans pour autant avoir besoin de trop de charge. Ok. Voilà. Ok, je crois que c'est assez clair. Bon, c'est bon pour les questions, pour le moment. Je ne sais pas si les autres ont des questions. Si les autres ont des questions, on peut toujours en discuter. Oui, voilà pourquoi je demande, en fait, comme ça, s'ils ont des questions de précision. Ou, Lynn, Brice. Pour l'instant, je suis en train de suivre, il n'y a pas encore de questions. Ça va. En tout cas, ton micro n'a pas de problème. Je voudrais juste savoir, j'ai pas tout compris. AWS, c'est quoi au fait? Comment? AWS, c'est quoi au fait? J'ai pas trop compris ça sert à quoi? D'accord. Alors, AWS, ça veut déjà dire Amazon Web Services. Ok? Nous tous, on n'a pas vraiment de problème avec l'anglais. Donc, quand on dit Web Services, d'accord, Web Services, ça veut dire que les services web d'Amazon. Ok? Et Amazon Web Services, c'est un cloud provider. Ça veut dire que c'est un fournisseur de ressources, d'accord, dans le cloud. Le cloud, ça veut tout juste dire à distance. Ok? Ça va dire à distance. Quand tu écoutes cloud, tu penses à distance. Hier, on nous parlait de cloud computing. Je me
me rappelle encore de notre prof de base de données qui nous faisait beaucoup de bruit de cloud computing. Ouais, il nous parlait de cloud computing, donc on n'a plus besoin dans notre ordinateur d'installer l'application. On peut juste consommer l'application qui est installée quelque part. D'accord? Et là, c'est le cloud, en fait. Consommer une application cloud. Comme on le voit aujourd'hui avec les Office. Okay? Et Google, les applications de Google. Les applications de Google Drive, de Google Docs et de tout ce que tu veux. Tu n'as pas pris un setup de Google Drive pour te booker chez toi et puis installer. D'accord? C'est un service qui existe à distance que je consomme avec mon compte Google. D'accord? Donc AWS maintenant est un provider cloud. Mais lui, il ne provisionne pas seulement des applications, lui, il provisionne des ressources. Et les ressources dont on parle ici, il peut provisionner un réseau. Si j'ai besoin d'un réseau, il te donne un réseau avec des routeurs et des pare-feux. Si j'ai besoin d'un serveur, il te donne un serveur. Mais il va plus loin. Il te crée des systèmes, par exemple, de déploiement. Comme tout à l'heure, on a parlé de Elastic Beanstalk, qui te permet de faire des déploiements. Tu lui donnes un site et lui il déploie. Ensuite, il te donne un lien. Ton application est déployée quelque part sur un serveur. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, est-ce que dans le serveur là, est-ce que le serveur a été mis à jour, est-ce que ceci, est-ce que cela, tu te prends pas la tête avec ça. Lui, il offre ça comme un service. C'est pour ça qu'on parle de web services. Donc Amazon, c'est un fournisseur de cloud. Comme c'est pour Azure, Azure qui est le fournisseur cloud de Microsoft, il y a Google Cloud et il y en a un paquet, beaucoup d'autres. Est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Non, c'est bon. Merci. Ok, merci pour les questions et les réponses. Donc on peut poursuivre, je crois.